Alors, imaginons un peu la scène. Il est 19h30, Ouais, l'heure critique. exactement. La sonnette va retentir d'une minute à l'autre parce que 15 amis arrivent pour dîner dans, allez, exactement 1 heure. Et le problème, c'est que absolument rien n'est prêt. Ah, l'angoisse totale. Les sacs de courses sont encore sur la table, je suppose. C'est ça. Les sacs sont empilés, les légumes sont pas coupés, la viande est encore dans son emballage plastique et le four est désespérément froid. Donc, à ce stade très précis, faire de grands discours philosophiques ou se dire bon, je vais m'organiser ou alors je vais me concentrer très fort, bah, en fait, ça suffira pas. Non, là, il n'y a plus le temps pour la théorie, quoi. Voilà. La seule solution de survie face à cette petite catastrophe imminente, c'est d'accélérer. Faut vraiment passer à la vitesse supérieure. Et c'est exactement cette notion d'urgence, cette mécanique de l'accélération qu'on va aborder dans notre exploration du jour. C'est un super point d'entrée. Parce que la vitesse, c'est vraiment le cœur de cette nouvelle étape de notre analyse. Absolument. Aujourd'hui, notre mission, c'est de disséquer cette fameuse troisième grande phase des méthodes de productivité qu'on retrouve dans notre source. Le but de notre session, c'est vraiment de comprendre comment la vitesse d'exécution fonctionne réellement, au-delà des mythes, pour arrêter d'être l'esclave de son propre emploi du temps. Je suis ravie d'en parler avec vous d'ailleurs. Et moi, je suis ravi d'être là. Ce qui mérite vraiment d'être souligné d'emblée, c'est que cette notion de vitesse, elle est hyper mal comprise dans notre culture du boulot aujourd'hui. Ah bon? Comment ça? Bah, en fait, la perception commune, c'est que accélérer, ça veut dire s'agiter. C'est courir dans tous les sens, c'est taper frénétiquement sur son clavier, ou alors essayer de faire 10 trucs en même temps dans un chaos total. Genre le fameux multitâche, quoi. Exactement. Or, le texte qu'on analyse démontre tout l'inverse. La vraie vitesse d'exécution, elle n'est jamais de l'agitation. En fait, c'est un processus hyper clinique, presque chirurgical. D'accord, donc c'est très structuré en fait. Très structuré, ouais. Ça se déploie en 4 étapes incontournables. D'abord, on a la consolidation des fondations physiologiques. Ensuite, la délégation aux machines avec l'automatisation. Après, on augmente sa propre vitesse mécanique. Et enfin, on applique une sélection impitoyable sur les tâches avec la règle des 80-20. Eh bien, décortiquons tout ça méthodiquement, en commençant par cette fameuse première étape, les fondations. Sur le papier, l'idée de base semble évidente. On peut tout simplement pas demander à une voiture d'accélérer si son moteur surchauffe ou si elle manque d'huile, par exemple. C'est la métaphore parfaite. Avant même de chercher le moindre outil technologique, la source nous pousse à optimiser la machine principale, c'est-à-dire le cerveau humain et la biologie qui va avec. Ouais, c'est fascinant ça. Le texte utilise d'ailleurs une analogie historique hyper connue d'Abraham Lincoln. Je crois qu'il disait Donnez-moi 6 heures pour abattre un arbre et je passerai les 4 premières à affûter la hache. C'est d'une puissance redoutable pour comprendre la productivité. En général, le temps qu'on passe à se préparer, à optimiser son outil de travail, c'est vu comme une perte de temps par les gens pressés. C'est clair, on a l'impression de pas avancer. Voilà. Alors que c'est un multiplicateur d'efficacité exponentielle. Attaquer un tronc d'arbre immense avec une lame tout émoussée, ça garantit que 2 choses au final. L'épuisement physique total et un résultat médiocre avec un retard monstre. Bon, je me dois quand même d'intervenir et de jouer un peu l'avocate du diable ici. Parce qu'en lisant très attentivement cette section sur la biologie, il y a un point précis qui m'a fait lever un sourcil. Ah, je crois savoir de quoi il s'agit. Bah oui, parce que pour aller plus vite, la source nous explique le plus sérieusement du monde qu'il faut faire des pauses et aller dormir. Faut avouer que c'est complètement contre-intuitif. C'est vrai que dit comme ça surprend. Bah quand les dossiers s'empilent et que c'est l'urgence absolue, conseiller à quelqu'un de faire une sieste, ça ressemble presque à une provocation, quoi. Comment on justifie cette baisse d'activité quand le but c'est d'accélérer? C'est une excellente question et l'explication, elle est purement mécanique. Ça touche à notre énergie cognitive. En fait, le cerveau humain, c'est un organe dont la gestion d'énergie est fascinante. C'est-à-dire? Pour vous donner une idée, ça représente à peine 2% du poids total d'un adulte, Hmm. mais ça consomme à lui tout seul 20 à 25% de notre glucose sanguin, notre carburant de base, quoi. Ah ouais, 25%, c'est un gouffre. Un véritable gouffre métabolique. À chaque fois qu'on se concentre intensément, qu'on analyse des données compliquées ou même qu'on résiste à l'envie de regarder son téléphone, le cortex préfrontal brûle littéralement ses réserves. Donc, serrer les dents pour tenir toute la journée, c'est inutile. C'est une impasse physiologique totale. Pour maintenir une grande vitesse d'exécution sur 10 heures, il faut gérer ce carburant. Les pauses, c'est pas de la paresse. En fait, c'est des nécessités de recharge métabolique. D'où l'idée des micro-siestes alors.
Absolument. Le texte mentionne les siestes de 10 à 15 minutes. C'est carrément institutionnalisé chez les pilotes de chasse dans l'armée. Ça permet de nettoyer l'adénosine. C'est ce sous-produit chimique dans le cerveau qui donne cette sensation de grosse fatigue. Donc ça restaure la vigilance presque instantanément. Voilà, en 15 minutes, on remet les compteurs à zéro. Donc le repos, c'est littéralement une arme de productivité active en fait. C'est un changement de paradigme assez radical. Et en parlant de cette jauge d'énergie mentale, il y a un autre mécanisme évoqué qui explique pourquoi on finit la journée complètement vidée. La fameuse fatigue décisionnelle. Exactement. Cette idée que chaque micro-décision, même la plus absurde, draine la même réserve d'énergie. Genre hésiter entre un thé ou un café le matin ou choisir quelle chemise on va mettre. La science appelle ça l'épuisement de l'ego. En anglais, c'est ego depletion. Le cerveau, il n'a pas un réservoir pour les choix stupides et un autre réservoir tout neuf pour les choix stratégiques. Tout puise dans la même source en fait. C'est ça. Chaque choix mobilise le cortex préfrontal. Donc quand on arrive à 14 heures et qu'on a déjà pris des centaines de petites décisions invisibles, l'esprit a juste plus l'énergie pour trancher sur un gros dossier. C'est pour ça que des gens comme Barack Obama ou Mark Zuckerberg portaient tout le temps les mêmes vêtements ? Exactement. C'est un principe de précaution cognitive. Porter le même t-shirt gris tous les jours, ça élimine purement et simplement une décision à faible valeur. Et ça garde la puissance de calcul pour ce qui compte vraiment. J'adore cette idée. C'est l'équivalent parfait de ces applications qui tournent en arrière-plan sur nos smartphones. On les regarde pas, mais elles vident la batterie en permanence. Fermer ces applis, ça permet de concentrer tout le processeur sur ce qu'on fait à l'instant T. Très bonne analogie, ouais. Et d'ailleurs, la source ne s'arrête pas au cerveau. Elle replace l'organe dans le corps tout entier. Elle insiste à fond sur l'alimentation. Ah oui, avec le fameux deuxième cerveau, c'est ça ? Oui, nos intestins, ils abritent environ 200 millions de neurones. C'est pas rien. Ce réseau produit plus de 90% de la sérotonine et la moitié de la dopamine de notre corps. Les neurotransmetteurs de la motivation, quoi. Tout à fait. Donc si on s'enfile un gros repas hyper lourd et ultra transformé le midi, on se tape un pic de glycémie énorme, suivi d'un crash dramatique. C'est le fameux coup de barre de 14 heures. Voilà, mécaniquement demander à son cerveau d'aller vite alors que la digestion pompe tout le sang et toute l'énergie, c'est voué à l'échec. Et c'est la même chose pour notre environnement matériel. L'ordinateur qui rame, par exemple. Rien de pire pour casser l'état de concentration profonde. Le flux. Le vieux sablier qui tourne à l'écran, c'est pas juste 5 secondes de perdu, c'est une rupture violente de l'élan cognitif. Bon, alors du coup, une fois que notre biologie est optimisée, que le corps est reposé, que le matériel suit, la transition logique, c'est l'automatisation. C'est la deuxième étape. Repérer ce qui s'apparente à du travail robotique. C'est là que la règle d'or intervient. Elle est d'une froideur mathématique impressionnante. Si une action numérique doit être répétée plus d'une fois, il faut l'automatiser. L'intelligence humaine est trop précieuse pour faire du copier-coller, en gros. C'est l'idée, oui. Prenons les mots de passe. Au-delà du temps bête qu'on perd à taper des lettres, un gestionnaire de mots de passe, ça règle un problème cognitif bien plus profond. C'est vrai que souvent, on voit ça comme un simple gadget de confort, mais la source insiste sur le coût invisible de l'oubli. C'est désastreux, l'oubli d'un mot de passe. Bah oui, parce que si on l'oublie en plein travail, on doit cliquer sur mot de passe oublié, ouvrir sa boîte mail, là on est forcément distrait par d'autres messages urgents. On doit cliquer sur le lien, créer un nouveau code, c'est une catastrophe en chaîne. En fait, la psychologie du travail a calculé ce coût. Il faut en moyenne 23 minutes pour retrouver un état de concentration profonde après une interruption. 23 minutes. Mm. Ah oui, donc le mot de passe oublié, ça coûte pas 30 secondes. Ça coûte une demi-heure de productivité pure. L'automatisation, ça sert de bouclier pour protéger ce sanctuaire de concentration. Et c'est là qu'on commence à parler des fameux ponts numériques. Comme le logiciel Zapier, dont le texte parle beaucoup, c'est un terme qui revient souvent, les API. Faut vraiment démystifier ça pour comprendre le gain de temps. Ça marche comment, très concrètement ? Pendant longtemps, l'informatique fonctionnait en silos fermés. Le logiciel d'email vivait dans son coin, le stockage de fichiers dans le sien. Une API, c'est une porte sécurisée qui permet de faire communiquer ces forteresses. D'accord. Et Zapier, ça agit comme un traducteur universel. Ça parle la langue de milliers d'applications différentes. Ça permet de créer des règles de type « si alors » sans jamais coder. Du genre, si je reçois un mail, alors il se passe ça. Exactement. Exemple concret, si une facture arrive en pièce jointe sur Gmail, alors Zapier va extraire le fichier, le renommer avec la date et le ranger dans le bon dossier Dropbox. Tout seul. L'humain a absolument rien fait, quoi. C'est la délégation parfaite. D'ailleurs, cette délégation, elle s'applique aussi à notre manière d'écrire. La source pointe une évidence qu'on oublie tous.
la dictée vocale. Ah, la dictée vocale, c'est redoutable. Ouais, parce que mécaniquement, on parle à environ 150 mots par minute, alors que taper sur le petit clavier tactile d'un téléphone, on plafonne autour de 40 mots par minute, et en plus, on lutte contre le correcteur automatique. C'est un goulot d'étranglement moteur énorme. Du coup, dicter ces messages à un assistant vocal, ça enlève le filtre qui ralentit la pensée entre le cerveau et l'écran, en fait. Tout à fait. Et ça marque un peu la limite de l'automatisation pure. Parce qu'une fois que les machines gèrent le répétitif, l'humain doit reprendre le relais pour la réflexion complexe et les interactions sociales. Ce qui nous amène directement à notre troisième phase, la vitesse mécanique et sociale. Déjà, sur l'aspect purement mécanique, le constat du livre est sans appel sur le clavier d'ordinateur. Taper à moins de 30 mots par minute, c'est considéré comme une anomalie dans le monde d'aujourd'hui. Faut s'entraîner, c'est sûr. Mais la vraie révélation technique de cette partie, c'est les générateurs de texte automatisés, les text expanders. Ah oui, les logiciels comme Alfred ou Atext? Voilà. Le concept, c'est d'éliminer les frappes utiles. On programme des petits raccourcis qui déploient des blocs entiers de texte. Genre, je tape juste point adresse. Et bam, ça écrit ton adresse postale complète. Ou point intro, et ça génère le paragraphe standard pour répondre à un nouveau client. C'est fou le temps que ça doit sauver. C'est mathématique en fait. Économiser 15 secondes sur un truc qu'on fait 50 fois par jour. À la fin de l'année, c'est des dizaines d'heures libérées. Et surtout, le cerveau s'épuise plus à formuler des formules de politesse banales. On garde l'énergie pour le cœur du message. Et justement, le message, ça touche à la dimension sociale de la vitesse. Le premier grand champ de bataille, c'est évidemment les emails. La source propose d'utiliser le fameux concept d'Internet, le TLDR, c'est ça? Le TLDR, oui, pour too long, didn't need. Trop long, pas lu. C'est une stratégie brillante pour contrer ces espèces d'emails interminables. On a tous reçu ce pavé de 60 lignes où on doit jouer au détective pour comprendre ce qu'on nous demande. C'est l'enfer, ça. La méthode TLDR, elle force à mettre un résumé d'une phrase tout en haut du mail. On donne l'information critique et l'action à faire tout de suite. Par exemple, TLDR, le budget est validé, merci d'envoyer le devis signé. C'est exactement ça. La psychologie derrière, c'est le respect de la charge mentale des autres. Si tu facilites la lecture, la personne va traiter ta demande beaucoup plus vite. Fini le ping-pong de mails inutiles. C'est génial. Bon, alors, si l'email, c'est un champ de bataille, la réunion d'entreprise, c'est littéralement un trou noir. Le temps y disparaît à jamais. Et là, le livre propose une méthode assez martiale, la règle du 0, 1, 2, 30. Une méthode hyper efficace. Le 0, c'est pour zéro retard. C'est basé sur un calcul implacable. Si 8 personnes attendent un retardataire pendant 10 minutes, l'entreprise n'a pas perdu 10 minutes, elle vient d'incinérer 80 minutes de temps cumulé. C'est effarant quand on y pense. Ensuite, il y a le 1. Un seul écran allumé dans la pièce. Ça veut dire qu'on confisque les téléphones face contre terre au centre de la table. Oula, c'est radical. Ouais, mais c'est pour tuer le mythe du multitâche. Si quelqu'un fait ses mails pendant une présentation, il n'écoute pas et il lit mal. Son attention est divisée. Fermer les ordis, ça garantit une présence absolue. Alors, je veux bien, hein, mais là, j'ai besoin de jouer un peu la contradiction. Surtout sur le point suivant, la règle du 2. C'est la fameuse règle des 2 pizzas de Jeff Bezos. Si 2 pizzas nourrissent pas tout le groupe, il y a trop de monde. Donc, max 4 à 6 personnes. C'est ça. C'est intellectuellement très satisfaisant. Mais soyons réalistes 2 secondes. Dans une grande entreprise traditionnelle, interdire à un directeur de venir à une réunion sous prétexte qu'on va manquer de pepperoni, c'est un suicide politique pur et simple. Ah, c'est sûr que la friction sociale est réelle. Bah oui, comment on justifie ça auprès de ses collègues sans froisser des égos gros comme des montgolfières, hein? L'astuce des experts en productivité, elle est sémantique. On arrête de dire réunion et on utilise le mot atelier ou workshop. Ah ouais, juste changer le mot. Ça change toutes les attentes. Une réunion, c'est souvent passif. Un atelier, ça exige de produire quelque chose activement. Et l'argumentaire derrière, c'est la science des réseaux. C'est-à-dire? À 4 personnes, tu as 6 lignes de communication possibles. À 10 personnes, ça explose à 45 lignes. Trouver un consensus devient mathématiquement impossible. D'où la symétrie, les grands groupes informent, les petits décident. Parfaitement résumé. Et pour forcer la décision, on applique la dernière règle, le 30. 30 minutes maximum par défaut pour la réunion. Ce qui nous fait une transition toute trouvée vers la vraie limite inhérente de cette vitesse. Parce qu'on peut avoir un corps reposé, des machines hyper performantes et des réunions de 30 minutes. Mais faire très vite une tâche fondamentalement inutile, ça reste une perte de temps absolue. C'est le piège ultime. Et ça nous amène à la 4e étape, la sélection impitoyable, avec la règle des 80-20, le principe de Pareto. Vilfredo Pareto, l'économiste italien.
Exactement. Il a remarqué que la distribution des choses n'est pas linéaire. 20% des causes génèrent 80% des effets. Donc au travail, 20% de nos efforts créent 80% de la vraie valeur du projet. Et le drame là-dedans, c'est le perfectionnisme. Vouloir absolument les 100% de qualité, ça oblige à dépenser une énergie folle pour un détail marginal que personne remarquera. Il y a cette citation incroyable du fondateur de LinkedIn, Reid Hoffman. Si la première version de votre produit ne vous fait pas honte, c'est que vous l'avez lancé trop tard. C'est violent, mais c'est tellement vrai. C'est dur d'accepter l'imperfection, mais ça se marie super bien avec un autre concept abordé, la loi de Parkinson. L'idée que le travail s'étend comme un élastique pour remplir tout le temps qu'on lui donne. Ah, la loi de Parkinson. C'est pour ça que si on te donne 1 mois pour un rapport, tu vas mettre 1 mois. Tu vas hésiter sur des virgules, tu vas changer la police d'écriture 3 fois. Alors que si t'as 48 heures, tu vas droit au but. D'ailleurs, la source partage une anecdote géniale sur les auteurs eux-mêmes. Pour écrire ce livre, ils ont refusé de s'enliser pendant des mois. Ouais, ils ont fait un truc extrême. Ils ont loué une voiture, ils se sont isolés en Normandie et se sont imposés une contrainte temporelle brutale. Ils ont rédigé la base entière du texte en un seul week-end. Fait est mieux que parfait, en fait. C'est le piratage ultime de notre propre cerveau. Se créer des fausses contraintes. Genre, tu promets un document à un collègue pour demain midi, alors que la vraie deadline, c'est dans une semaine. Ça force la concentration de manière artificielle. Complètement. Le cerveau peut plus se permettre de douter ou de procrastiner. Il se focalise direct sur les fameux 20% qui ont de la valeur. Mais tout ce parcours, ça soulève quand même une question assez vertigineuse quand on prend un peu de recul. Si on empile toutes ces techniques, qu'on affûte la hache, que les machines bossent pour nous et qu'on fait que les 20% utiles, est-ce qu'on risque pas de devenir de simples usines humaines? C'est le grand risque, ouais. Produire toujours plus jusqu'à l'épuisement. Le piège absolu du progrès, quoi. Et le texte dénonce ça très fermement. Le but de la productivité toxique, c'est faire 40 tâches au lieu de 20. Mais la vraie vitesse d'exécution, son but, c'est de regagner la souveraineté sur notre temps. Récupérer cette fameuse 25e heure. Exactement. Pour l'investir dans ce qui a une vraie valeur existentielle, voir ses proches, voyager ou juste rentrer plus tôt chez soi. La vraie richesse, c'est le temps libre sanctuarisé. C'est pas de cocher des cases. Ce qui m'amène à une ultime réflexion. Si on continue d'optimiser et que, dans quelques années, l'intelligence artificielle automatise même nos 20% d'efforts intellectuels cruciaux, il restera quoi à optimiser? C'est une sacrée question. Peut-être que la prochaine évolution, ce sera de réapprendre l'oisiveté absolue, devenir capable de ne rien faire du tout, de simplement exister sans aucune culpabilité. C'est d'une perspective fascinante. Ça redéfinit complètement la valeur de l'humain face à la machine. Alors la prochaine fois que la panique s'installe, que l'échéance approche ou que les invités sont sur le palier, souvenons-nous qu'il ne s'agit pas de s'agiter dans le vide. Il faut préserver son énergie, déléguer ce qui peut l'être, tuer le perfectionnisme et surtout se dégager du temps pour ce qui compte vraiment. Et c'est là que tout commence vraiment à prendre sens. Et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, le livre est disponible gratuitement via le lien en description.